Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous êtes présent? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui madame, bonjour. Euh, J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'année, pleine de santé, surtout la santé aujourd'hui qui est importante. Alors, nous sommes toujours, dans le contrat spécial qui est la vente, d'accord? Et nous sommes en train d'étudier maintenant les caractéristiques de ce contrat de vente, puisqu'on a parlé du consentement et on a parlé de cet aménagement du consentement qui est assez original par rapport au consentement classique que vous avez étudié, qui consiste à dire qu'il y a une rencontre de l'offre et de la demande, et c'est à partir de cette offre et de la demande qu'il va y avoir un consentement. Aujourd'hui, en plus de cette rencontre de l'offre et de la demande, eh bien, il faut que ce consentement, non seulement il faut qu'il soit exempt de vices, mais en plus, le législateur, puisque je suis dans les contrats spéciaux, il a aménagé ce consentement. Donc, il y a un aménagement du consentement de la vente. Cet aménagement qui peut s'opérer en amont, puisque la dernière fois, on avait vu qu'il y a la conclusion des avant-contrats qui rendent le consentement éventuel, simplement éventuel. Donc, cette façon de dire que le consentement, il peut s'opérer en amont avant d'arriver au consentement définitif par des avant-contrats. On a parlé de la promesse unilatérale et de la promesse bilatérale. Et je vous avais dit que sur le plan du régime juridique, c'est beaucoup plus la promesse unilatérale qui pose le problème, puisque on a vu encore, je ne fais que vous rafraîchir la mémoire, on a vu encore que le législateur, il a mis un certain nombre de verrous pour que ces avant-contrats puissent fonctionner. Eh bien, aussi bien du côté du promettant que du côté de celui du bénéficiaire. Donc, il y a eu quand même un certain nombre de mécanismes juridiques. Je ne reviendrai pas sur ces mécanismes juridiques puisque ça a été vu la dernière fois. Et donc, à partir du moment où la personne, enfin, le bénéficiaire lève l'option, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut dire que le contrat est conclu définitivement et que le contrat de vente est valable. J'ai parlé la dernière fois également que la vente, elle peut être également affectée d'une condition, si vous voulez, suspensive. Une condition suspensive, ça veut dire que je peux mettre dans le contrat que les parties peuvent convenir de conclure le contrat si, à condition qu'il y ait, par exemple, un déblocage d'un crédit bancaire ou d'une vente d'un bien qui va permettre à la transaction d'être bouclée. Ceci étant dit, cette condition suspensive en elle-même, elle doit revêtir un certain nombre de caractéristiques, parce que la condition suspensive, il faut qu'elle émane, puisque je suis dans un contrat spécial, il faut qu'elle émane d'un élément extérieur à la volonté de la partie. Ça veut dire que la partie n'a pas le droit de mettre dans le contrat de vente une condition suspensive qui ne dépend que de sa propre volonté. Si je me marie, si j'arrive à gagner dans tel ou tel jeu, ces conditions-là ne sont pas admises en droit des contrats spéciaux. On appelle ça des conditions potestatives. Les conditions potestatives sont interdites parce qu'on estime que nous n'allons pas bloquer la machine à cause de la volonté de l'une ou de l'autre partie. Alors que si je vous dis, par exemple, je peux faire la conclusion du contrat parce que la banque, j'ai demandé un crédit à la banque et si la banque me débloque la situation, c'est parfait. Si c'est
si c'est négatif, eh bien, le consentement sera anéanti. Et dans ce cas, le consentement, il n'est plus éventuel, mais il va être juste progressif. C'est très important. Un consentement éventuel, ce n'est pas un consentement progressif. Un consentement progressif, il est tributaire d'un certain nombre de facteurs, si vous voulez, qui sont extérieurs à la volonté des deux parties et qui risquent de se produire, tout comme risquent de ne pas se produire. Dans ce cas-là, si la condition n'arrive pas, ne se réalise pas, eh bien, il va y avoir un effet rétroactif. Alors que dans le consentement éventuel, c'est juste que je vais vous dire que voilà, on va faire en amont un avant-contrat en attendant un consentement progressif. Et je vous avais dit la dernière fois que les parties également peuvent revenir et convenir de conclure tout de suite leur contrat, c'est ce qu'on appelle les contrats, la promesse bilatérale, synagmatique, réciproque, où les deux parties, ils savent exactement à quoi s'en tenir, d'accord? Et par conséquent, ils vont signer ce qu'on appelle un compromis, et dans ce cas précis, le compromis vaut vente, puisque finalement, on n'a pas besoin de signer le compromis, puisque nous sommes déjà d'accord sur les tenants et les aboutissants de notre prochaine transaction. Donc, ce n'est pas cette partie c'est un contrat de vente, c'est-à-dire qu'il va tomber sous le coup de la loi, et donc je sais sur quoi je m'engage, et lui, il sait sur quoi il s'engage. Ce n'est pas cette partie qui pose problème sur le plan juridique, c'est la partie de la promesse unilatérale. Encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, ça posait un problème d'ordre temporel, puisque on a parlé que du côté du promettant, il peut tomber dans l'incapacité, il peut tomber dans la folie, il peut décéder, etc., etc. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Aujourd'hui, nous allons voir une autre caractéristique dans le contrat de vente, c'est le prix. Le prix, c'est l'existence de ce prix. Le prix, ça constitue pratiquement dans un contrat de vente la cause et non pas l'objet du contrat. Rappelez-vous des conditions de validité du contrat, ça veut dire l'objet, la cause, le consentement et la capacité. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la cause, puisque l'objet du contrat, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous écoute. À votre avis, dans un contrat de vente, que pourrait constituer l'objet dans ce contrat? Si je dois prendre les conditions de l'article 2 du DOC et les calquer sur un contrat de vente, la capacité, on a bien compris qu'il y a un certain nombre de choses qui sont là, mais maintenant, l'objet, qu'est-ce que c'est à votre avis l'objet dans un contrat de vente? À quoi est-ce qu'il pourrait correspondre? Allô, est-ce que vous êtes là? L'objet, madame, c'est la chose. Non, l'objet, c'est pas la chose. Madame, c'est le transfert de la propriété. Exactement, l'objet, c'est le droit qui vont être transférés de A chez B et de B chez C. Ça veut dire que lui, il va se désengager d'un droit de propriété et l'autre, il va acquérir un droit de propriété. Donc l'objet dans un contrat de vente, c'est un transfert du droit de la propriété. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Voilà. La cause, c'est le prix. Parce que quand vous faites, par exemple, une transaction, quelle que soit la transaction, quand vous voulez acheter une voiture, ce n'est pas la voiture qui constitue l'objet de votre contrat. C'est parce que vous allez devenir propriétaire de cette voiture qui constituera l'objet de votre… Qu'est-ce que vous cherchez en faisant une transaction? C'est de vous approprier un droit. Donc, le fait de dire que je vais m'approprier ce droit et désormais c'est moi le propriétaire, eh bien, cette phrase constitue l'objet de votre transaction. D'accord? Le prix, ça va être considéré comme la cause de votre contrat de vente. C'est le prix qui constituera la cause de votre contrat de vente. Et donc, la cause de votre contrat de vente, c'est le prix. Et c'est ce prix qui va faire la différence, si vous voulez, entre l'échange et entre la donation. Quand vous faites une donation,
il n'y a pas de prix. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Quand vous faites un échange, il n'y a pas de prix. Donc, c'est le prix qui va déterminer, si vous voulez, la transaction commerciale de la vente. Donc, la donation, absence de prix. L'échange, absence de prix, parce que vous allez échanger une matière contre une autre matière, ou un objet contre un objet, donc il n'y a pas de prix. Mais dès que vous mettrez un prix, ça veut dire que je suis dans une vente. Et c'est cette partie qui requiert, si vous voulez, la qualification dans le polycom que je vous ai distribué. Ça veut dire que le juge, devant un contrat, s'il ne retrouve pas le prix dans un contrat et que vous êtes dans une vente, le problème, c'est qu'il sera obligé de requalifier votre contrat, soit dans un contrat échange, soit peut-être une donation. Nous aurons l'occasion de voir aujourd'hui qu'il peut y avoir des exceptions où on peut faire un dirham symbolique. Le dirham symbolique, ce n'est pas absence de prix, puisqu'il y a un prix, mais il est symbolique. Est-ce que vous me suivez? Bien. Oui, madame. Oui, Alors, madame, j'ai une question. Oui, allez-y. Madame, est-ce qu'on peut dire que la cause du contrat se trouve dans l'engagement de l'autre partie? Non, ce n'est pas la cause du contrat c'est pas la cause du contrat qui équivaut à l'engagement, mais c'est l'objet du contrat qui équivaut à l'engagement. La cause, c'est uniquement le prix. Ah oui, d'accord. Et j'ai une autre question, madame, par rapport au prix d'exclusivité, madame. Vous avez dit qu'il est fixé à 10%. Et supposons, madame, qu'une personne, Oui. supposons qu'une personne a payé, par exemple, 50% du prix de l'objet de la vente. Et après, Oui. elle ne veut plus acheter ce bien. Est-ce qu'elle a le droit de récupérer au moins 40%? Non, non. Lorsque la personne verse 50% au lieu de 10%, par un excès de zèle, en étant sûr qu'il allait acheter, par exemple, d'accord? Oui. C'est le cas peut-être. Ça veut dire que lui, il a de l'argent, il dit au lieu de donner 10, je vais donner 50% pour vous assurer que je vais vraiment acheter vos transactions. Oui. Et admettant que pour une X raison, cette personne ne peut plus acheter. Et bien, dans ce cas de figure exactement, il va y avoir une requalification du contrat et le contrat de la transaction de la vente, et le juge va requalifier non pas la promesse unilatérale, mais il va l'assimiler à une promesse bilatérale. Ça veut dire que le montant de l'avance, du prix d'exclusivité, était tellement important que c'était beaucoup plus une avance plutôt qu'un prix d'exclusivité. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je vais tomber dans le système classique où je vous ai donné 50% et maintenant, vous pouvez récupérer peut-être 10% sur les 50, mais vous me rendrez mes 40%. Ça veut dire que la personne ne peut pas garder les 50% puisque la loi impose que 10%. D'accord, madame. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai bien compris, madame. Voilà, donc c'est ça la requalification. Ça veut dire que je vais aller vers le juge, je vais lui dire, moi j'ai donné 50%, et 50% c'est plus que 10% d'exclusivité. Ça veut dire que le gars, il va prendre 50% sur une transaction, alors que légalement, il n'avait le droit que 10%. Mais moi, j'étais tellement sûre de moi que j'ai donné 50% parce que j'étais de bonne foi, et la bonne foi, le juge, il va l'analyser, d'accord, et il va requalifier le contrat. Et donc, ça, on va sortir, si vous voulez, de la case de la promesse unilatérale et on va rentrer dans le régime juridique de la promesse bilatérale. Voilà. D'accord. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réexpliquer, madame, parce que j'ai toujours une confusion entre les clauses de délit et les clauses pénales. Alors, la clause pénale, c'est que les deux parties conviennent, toutes les deux, que si l'une d'entre elles se désengage du contrat, elle sera amenée à payer tel dommage-intérêt. Oui. Et les deux seront d'accord pour signer cette clause. Ça veut dire que la personne défaillante ne peut plus se délier de cet engagement pour ne pas régler. C'est une clause pénale. D'accord? Cette clause pénale, elle est
excusez-moi, cette clause pénale, si elle est tellement excessive, le juge peut la revoir à la baisse. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la seule clause où les deux parties conviennent d'une pénalité où le juge ne peut intervenir sauf si elle est excessive. Là, il peut la revoir à la baisse, mais avec beaucoup de réserve, parce que le juge n'a plus le droit de rentrer dans la volonté des deux parties. Ils ont tous les deux signé sur cette clause, sauf qu'elle était excessive. Donc, la partie, elle peut demander une action devant le tribunal des juridictions des droits communs, ou civil ou commercial, ça dépend, pour justement la revoir à la baisse. Parce que les dommages-intérêts qui sont alloués dans le cadre du tribunal, c'est le juge qui les fixe. C'est comme si vous enlevez, si vous voulez, un pouvoir au juge qui est censé évaluer les dommages-intérêts, d'accord? Mais là, cette fois-ci, ce n'est plus lui qui va fixer, mais il va quand même constater que ces dommages-intérêts que vous avez fixés en clause pénale, et non pas en dommages-intérêts, d'accord, sont excessifs. Là, il va y avoir une révision vers la baisse et non la hausse. On peut pas, le juge ne peut les augmenter, il ne peut que les revoir à la baisse. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Ok. Quelle était votre deuxième question? En fait, c'est la différence entre les clauses de délit et la clause pénale. Alors, Surtout les- la clause de dédit, on va se dire que nous allons faire une transaction toutes les deux, tous les deux, ok? Et si jamais le contrat n'a pas été réalisé, vous payez un peu et moi je paye un peu. Voilà. Enfin, grosso modo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on va essayer de se partager, si vous voulez, la perte d'une transaction. Vous, parce que vous êtes resté trop longtemps à m'attendre, et moi, je me suis engagée avec vous sans même réaliser cette transaction. Donc, je vais vous donner quelque chose et vous allez, et moi, je vais garder une partie. Donc, c'est comme si vous voulez, ce n'est pas une clause pénale, hein. Ça veut dire que les deux parties viennent tous les deux à se désengager à la bonne franquette. Donc, dans la clause de délit, madame, les parties ne peuvent pas déterminer dès le début le montant des dommages et intérêts. Non, il faut qu'il les détermine. Par exemple, il va lui dire, écoutez, si jamais cette transaction ne va pas aboutir, on va faire une pénalité de 10%, vous allez payer 5% et moi, je vais payer 5%. Alors que la clause pénale, c'est l'une des deux qui va se désengager. Attention, c'est un divorce. Ah oui, oui, j'ai bien compris maintenant. Oui. L'autre, il aurait aimé continuer, mais c'est l'une des deux parties qui a divorcé, qui a eu un problème, qui ne peut plus poursuivre le projet, et donc l'autre, il est pénalisé. Donc, puisqu'il est pénalisé, l'autre, on va se mettre d'accord pour vous dire, écoutez, si jamais l'une d'entre nous, des deux parties, soit que vous ne voulez plus vendre, soit que je ne veux plus acheter, c'est une sanction, donc on va faire une clause pénale qui va nous sanctionner, d'accord? Mais elle va sanctionner qui? Que la seule partie qui risque de se délier de son engagement. Est-ce que vous avez compris? C'est comme si c'est une métaphore. C'est comme si je vous dis, par exemple, le divorce à l'amiable et le divorce unilatéral. C'est pas la même chose. Oui. OK? D'accord, oui, j'ai bien compris, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau avant que je n'avance? Alors, je disais que le prix, c'est ce qui fait la différence entre la donation et l'échange. Alors, dans la donation, c'est un contrat de donation, certes, puisque l'autre partie doit accepter cette donation, mais il n'y a pas de prix. Dans l'échange, on va échanger des choses sans qu'il y ait le prix. Dans ce qu'on appelle la datation en paiement, d'ailleurs, on fait ce genre de distinction entre le prix, la donation, la datation et la novation. Ce sont des termes qui sont juridiques, qui sont prévus par le DOC. Alors, quand on parle de la donation, vous savez tous que la donation est un acte, c'est un contrat à titre gratuit. Donc, le législateur, dès le départ, il a qualifié la donation
en étant un titre gratuit. La datation en paiement, c'est le fait de se libérer d'une dette par une prestation. Je m'explique. Par exemple, c'est comme si je vous dis, en France, c'est quelque chose qui se fait, qui se pratique d'une manière courante en France, puisque on permet à certaines personnes de s'acquitter de leurs obligations fiscales par des objets de haute valeur. C'est comme si je vous dis, je fais un don à l'État. Par exemple, si j'ai des Picasso, si j'ai des choses qui sont évaluées par des experts, par des commissaires priseurs qui vous disent que ce tableau, il fait je ne sais combien, que ceci, c'est… Vous voyez, c'est des collections qui sont très, très, très riches, d'accord? Donc, je n'ai pas d'argent pour payer ma fiscalité, je n'ai pas d'impôt, mais je vais pouvoir faire avec l'État, c'est ce qu'on appelle la datation en paiement. Je n'ai pas d'argent liquide avec moi, mais je peux faire une datation en paiement. La datation en paiement, ce n'est pas le prix. La datation en paiement, c'est le fait de dire, je vais me libérer d'une dette, c'est très important, en faisant un don par un objet de haute valeur. Et ces dons, je ne peux le faire qu'à l'État. Bien sûr, après, l'État, il peut faire dans les musées, il peut les exposer dans des musées ou dans des espaces et organiser des visites pour des gens pour venir visiter et regarder. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la datation en paiement. Il y a ce qu'on appelle également la novation. La novation, c'est le fait de dire, je ne vais pas me libérer d'une dette. Attention, je vais éteindre une obligation moyennant, si vous voulez, la constitution d'une obligation nouvelle qui va lui se substituer. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je vais éteindre une dette et je vais faire encore une deuxième obligation nouvelle qui va se substituer à l'ancienne dette. C'est comme si je vous dis, une dette va prendre la relève d'une autre dette, mais l'ancienne dette, elle est déjà éteinte. Et c'est la nouvelle dette qui va prendre la relève. D'accord? Alors, pour que je puisse faire ça, il faut que je le transcrive, il faut que je le mette sur papier. Attention, c'est un contrat aussi. La novation est un contrat. Donc, c'est prévu par l'article 347 du DOC. La novation ne se présume pas. Il faut qu'il y ait un écrit. Il n'y a pas de présomption. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais moi j'ai cru deviner que la nouvelle obligation que j'ai envers vous éteint l'ancienne. Non, monsieur. Pour qu'elle puisse éteindre l'ancienne, il va falloir faire un contrat de novation. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pour faire justement la distinction entre le prix, la novation, la datation en paiement. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est très important parce que n'oubliez pas que le contrat de vente, il y a un article, je ne l'ai pas en tête, mais ça va revenir dans ma tête, que quand on dit que la personne va s'engager dans ce contrat de vente, qui est un contrat spécial, d'accord? Elle va donner un prix, mais sans que ce soit la même personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est engagée dans un contrat de vente, puisque c'est un contrat spécial, elle peut se substituer à une deuxième personne, d'accord, en lui vendant la première dette, et la deuxième personne va récupérer et elle va éteindre cette dette entre A et B, et cette personne, la nouvelle personne qui arrive dans le contrat de vente, elle aura affaire à l'organisme, par exemple, je ne sais pas moi, Doha ou n'importe qui sont en train de construire. Et là, si vous regardez dans les contrats de ces promoteurs immobiliers, vous allez toujours trouver que, enfin, ils ne le mettent pas, mais ça existe sur le plan juridique, ça existe, ils ne le mettent pas, ils préfèrent ne pas le mettre carrément en se disant, il y a B, ils ne vont pas se substituer parce qu'ils n'aiment pas ça. Imaginez que vous avez de l'argent et que du jour au lendemain, vous avez changé d'avis, vous ne voulez plus acheter, mais vous êtes déjà engagé. Donc, il va y avoir un engagement, d'accord, de votre part, mais vous ne voulez pas continuer. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez vendre ce que vous avez commencé à votre frère ou à votre cousin et vous allez lui dire, vous allez prendre ma place, mais avec moi, vous allez éponger ce que moi j'ai donné déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la novation. Est-ce que vous… Madame, c'est clair. Oui, madame, c'est Voilà. clair.
Donc Merci. voilà, c'est ce qu'on appelle la novation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met ces termes juridiques comme ça, ces distinctions juridiques comme ça, c'est parce qu'on ne comprend pas, et les organismes, les promoteurs immobiliers, quand ils vous disent c'est avec vous que j'ai fait ce contrat et pas avec X, mais vous dites mais moi je procède en vertu de l'article 347 du DOC à la substitution. Et quand vous leur dites ça, ils comprennent qu'ils ont en face d'eux de virulents et de bons juristes qui comprennent que effectivement on peut se substituer, d'accord? C'est ce qu'on appelle la subrogation, d'accord, dans les droits et dans les obligations, parce qu'il y a ce mécanisme qui vous permet de vous substituer lorsqu'il s'agit d'un contrat de la vente ou de vente. Eh bien, le prix, maintenant que nous avons compris qu'est-ce que c'est que le prix, et faire cette distinction, en vertu de l'article 487 du DOC, on dit que le prix est un élément essentiel. Attendez, il y a des travaux chez moi de l'autre côté et ça me dérange. Excusez-moi, je vais encore parler. Ça, c'est incroyable. Excusez-moi. Bon, alors je disais que le prix était très important et c'est un élément essentiel pour qualifier un contrat de vente. Il n'y a que le prix qui peut qualifier le contrat de vente. Il est assez important de savoir que le prix, c'est juste le versement d'une somme d'argent. C'est très important. Et donc, sa fixation, on ne peut pas dire qu'on peut fixer le prix en datation, on ne peut pas fixer le prix en nature, mais il faut que ce soit quelque chose, il faut que ce soit une somme d'argent. En principe, le prix, il doit revêtir un certain nombre de caractéristiques. D'abord, il faut comprendre que le prix, là je vois des articles, je vous renvoie aux articles, c'est l'article 487, puisque le prix, il peut être aménagé, il peut être retardé, il peut être donné d'une manière anticipée, mais il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit fixé. La détermination du prix, donc il faut qu'il soit déterminé. C'est pour ça que je vous dis que le prix, c'est ce qui fait vraiment la différence pour justement qualifier un contrat de vente. À partir du prix, on peut dire que le prix, il faut qu'il soit déterminé, il faut qu'il soit, il peut être futur, mais il faut qu'il soit certain. Le prix, ce n'est pas l'objet, encore une fois, c'est la cause, d'accord? Le prix,
en matière parce que là, on va commencer à raisonner maintenant en droit commercial. Imaginez que vous achetez un fonds de commerce dans une transaction commerciale, donc il faut déterminer ce prix. Eh bien, vous n'avez pas le droit de mettre n'importe quel prix, d'accord? Il faut qu'il soit pas légal, il faut qu'il soit licite. Regardez, licite, ce n'est pas par rapport à l'ordre public. Licite, il faut qu'il soit raisonnable. Il faut qu'il soit quand même, il ne faut pas que le prix soit abject. Il ne faut pas qu'il soit dérisoire. Il ne faut pas qu'il soit, comment dire, sans aucune signification. Si vous faites, par exemple, je ne sais pas moi, imaginez que vous êtes en train de vendre un fonds de commerce et vous vendez ce fonds de commerce à un prix qui n'a rien à voir avec sa valeur vénale. À votre avis, est-ce que vous avez le droit de vendre ce fonds de commerce à n'importe quel prix? Non, madame, elle n'a pas le droit parce qu'il y aura des créanciers. Exactement. Il y a des créanciers, donc vous ne pouvez pas fixer ce que vous voulez. Donc le prix, c'est la véritable contrepartie financière. Le prix, il ne faut pas qu'il soit lésionnaire déjà. C'est ce qu'on appelle la lésion. On en avait parlé la dernière fois. Oui, madame, j'ai une question par rapport à la lésion dans la vente immobilière. Oui. Est-ce que la lésion, madame, doit être appréciée au moment ou bien au jour de la promesse, c'est-à-dire le jour de la validité du consentement, ou bien au jour de la réalisation de la levée de l'option par l'acheteur? Alors attendez. Ben oui, évidemment. Imaginez que vous êtes en train de faire une vente immobilière, une vente vous m'avez parlé immobilière, ça veut dire que je suis dans le droit civil ici. Oui, exactement, madame. Donc, vous achetez un appartement. Est-ce que la lésion doit être appropriée au jour de la promesse, c'est-à-dire la validité du consentement, ou bien au jour de la réalisation de la levée de l'option par l'acheteur? Ah ben je vous vois, c'est sympa ça. Ah oui, merci, madame. La lésion dans les articles 55-56 du DOC, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Il faut que vous Oui, oui, il est ouvert. Oui, je sais bien, madame, qu'il est ouvert aux incapables et aux mineurs. Ou bien il doit être accompagné au dol. Exactement. Non, aux incapables et aux mineurs, il n'y a pas de dol. Oui, madame, pour les majeurs capables, s'il est accompagné de dol, il y aura, c'est-à-dire il va être pris en considération. Très bien. Alors, imaginez que vous achetez un appartement, que la personne vous dit que cet appartement, il fait 2 millions de dirhams. Oui. Okay, vous allez faire une promesse unilatérale avec lui et vous allez verser les 10%. Okay, on est d'accord. En attendant le contrat définitif. Au moment où vous avez fixé les 10%, vous, dans votre tête, c'était 2 millions de dirhams. Oui. Ok. Et imaginez que le jour où vous allez lever l'option, ok, vous allez dire je suis acquéreur. Et quand vous allez passer au contrat définitif, il va vous dire ah, au fait, les 2 millions de dirhams, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait X, ceci, cela, cela, cela. Et donc, ça ne vous fait plus 2 millions de dirhams, ça va vous faire 2,5 millions. Ça, c'est un problème. Oui. Ça, ce n'est pas une lésion. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, j'ai compris, madame. Ce n'est pas la lésion. La lésion, ça veut dire que vous n'étiez pas au courant. Ça veut dire que quelque part, il a utilisé des manœuvres frauduleuses pour vous extorquer une différence d'argent. Là, je suis dans le dol. Je suis dans beaucoup de choses ici, d'accord? Ça veut dire qu'il est en train de vous manipuler pour avoir plus. Ce n'est pas une lésion. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, j'ai compris, madame. Ça peut être des manœuvres frauduleuses. Il vous a menti, il ne vous a pas tout dit, ok? Pour vous induire en erreur. Donc, ce n'est pas de la lésion. La lésion, c'est une différence du prix réel sur le marché par rapport à ce que vous avez acheté. C'est comme si je vous dis, vous vous êtes fait avoir. D'accord? Oui. Mais si vous allez vers un juge pour lui dire, il m'a trompé, le juge va vous dire, mais vous n'avez qu'à, c'est à vous de faire attention, c'est à vous de chercher. Vous saviez pertinemment qu'il allait avoir des frais, vous auriez pu négocier. Madame, oui, le juge doit prendre en considération la qualité des personnes, n'est-ce pas? Bien sûr, si vous êtes professionnel dans l'immobilier et vous avez acheté un bien, ma foi, comment est-ce que je vais vous prouver comme quoi vous avez subi une lésion? Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas, ignorant, qui a acheté un bien et il s'est fait rouler dans la farine,
c'est tant pis pour lui, surtout en matière immobilière. Attention, en matière immobilière, c'est à vous d'aller chercher. D'accord. Maintenant, il vous a caché quelque chose. Il vous a vendu quelque chose. Il vous a dit, par exemple, que le bien, il est neuf, ok, et il est titré, il est tout ce que vous voulez, et donc vous allez acheter. Et il se trouve que par la suite, tout ce que vous avez découvert, c'était que des problèmes. Mais pour les dommages et intérêts, mais pas sur la base de la lésion. La lésion, elle n'est ouverte que pour les incapables. Le DOC, il est clair là-dessus. D'accord? Les mineurs, les incapables, les tuteurs qui profitent de l'ignorance, de beaucoup de choses. C'est là où on parle de la lésion. En matière immobilière, en matière commerciale, il n'y a pas de lésion. Sauf si vous démontrez qu'effectivement, vous avez subi un dommage parce qu'il y a eu dol, il y avait des manœuvres, il y avait des trafics, il y avait une falsification de la comptabilité en matière de cession de fonds de commerce, etc., etc. Mais là, vous n'êtes plus dans le terrain de la lésion. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, j'ai bien compris, madame. Merci. D'accord. Alors, je disais que l'absence d'un prix réel emporte la nullité de la vente. Vous ne mettez pas du prix, vous ne mettez pas un prix dans la vente, votre vente est nulle. Pourquoi, à votre avis? Pour une question de fiscalité, je pense. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de cause. Absence de cause dans le contrat. Je vous ai dit, j'ai commencé par vous dire que le prix, c'est la cause. Absence de prix vaut absence de cause. Et absence de cause vaut nullité du contrat absolu. Mais on peut dire que, madame, je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou non, le motif qui a poussé les personnes ou bien les parties à contracter. Non, ce n'est pas le motif. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas le motif. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est limite, c'est limite dans les frontières, mais la cause dans le contrat, c'est sur quoi et non pas le pourquoi. En matière de vente, hein, on oublie un peu le droit civil. D'accord? C'est pour ça que le prix, il faut qu'il soit réel. Et s'il n'est pas là, eh ben, il va emporter la nullité de la vente pour défaut de cause. Le prix, il ne faut pas qu'il soit encore dérisoire. Ça veut dire, il ne faut pas qu'il soit simulé, la simulation. Oui. Et il ne faut pas qu'il soit vil. Ça veut dire ridiculement bas. Absence, ça vaut. Quand le prix, il est bas, dans une transaction, dans le contrat commercial ou dans le contrat civil, il vaut pratiquement, il équivaut à une absence de prix. Alors, quand je parle les caractéristiques de ce prix… Madame, en France, madame, ils ont annulé la cause comme condition de validité de contrat, n'est-ce pas? Dans la réforme de 2016. Non, alors il faut pas mettre il faut pas avancer des arguments aussi tranchants parce qu'en France, on présume que tout contrat a une cause légale, valable, morale, licite. Il y a une présomption dès le départ. Elle n'a pas été annulée. Aujourd'hui, on présume que tout contrat a une cause légale et licite. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, j'ai bien compris. Ce n'est pas une annulation. Ça veut dire qu'on a intégré dans les contrats que la cause, dès le départ, elle est de bonne foi. C'est tout ce que… Alors, vous me laissez terminer, s'il vous plaît, parce que sinon, je ne vais plus avancer. Alors, marquez vos questions à la fin et on va commencer à répondre. Mais quand je donne un cours comme ça, quand je parle comme ça, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Alors, le prix, il faut qu'il soit donc réel. Le prix, il ne faut pas qu'il soit vil. Quand je parle d'un prix vil, ça veut dire abject, ça veut dire sans aucune mesure d'équivalence avec le prix réel. Et il faut pas qu'il soit simulé. Alors, quand on parle du prix, il ne faut pas qu'il soit dérisoire et vil. Là, on fait la confusion avec les prix à dirham symboliques. Il ne faut pas donc confondre les ventes à dirham symbolique. Ça veut dire l'acheteur peut, ça on le fait beaucoup plus dans les entreprises. Vous avez fait les entreprises en difficulté?
Oui. On a commencé à étudier ce module. D'accord. Alors, vous savez, donc la dernière fois, on en avait parlé rapidement. Et donc, à chaque fois que l'entreprise est en difficulté, on peut éventuellement faire des ventes pour dirhams symboliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acheteur, par exemple le créancier, d'accord, vis-à-vis d'une société, il peut s'engager à reprendre les obligations de la société en reprenant les garanties qui sont consenties afin de sauvegarder, par exemple, les emplois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, imaginez que la société, elle a un fonds de commerce, eh bien, ce fonds de commerce, la banque, elle peut le récupérer en contrepartie, sans aucun prix. D'accord? Ça veut dire que la société, elle va consentir, d'accord, un dirham symbolique, d'accord, en contrepartie pour que la société ne s'écroule pas et pour que puissent les gens garder leur poste, leurs emplois. Mais ça n'existe pas partout, hein. C'est uniquement en matière de liquidation et en matière, pardon, de redressement de la société pour pouvoir justement lui donner une bouée d'oxygène. Parce qu'en dehors de cette partie, les ventes à dirham symboliques sont interdites. Il faut que vous le sachiez, uniquement en matière des entreprises en difficulté où on consent à la reprise à des dirhams symboliques. Le prix, il faut qu'il soit donc aussi juste. Juste parce qu'on se dit qu'il ne faut pas qu'il soit lésionnaire. Et là, encore une fois, je reprends un peu ce que votre ami a dit. Lésionnaire, on ne peut pas se plaindre d'avoir en matière immobilière. Je ne peux pas dire, ah oui, mais j'ai acheté avec un prix trop cher. On ne se plaint pas de cela. C'est pour ça que la lésion ne peut donner lieu à récision sauf si elle est causée par le dol ou par une tricherie ou par des mensonges ou pas. Et encore une fois, le DOC, le législateur, dans ses articles 55 et 56, la lésion ne donne ouverture à la récision que lorsque la partie lésée, encore une fois, était mineure ou un incapable, et aussi dans des formes qui sont déterminées par la loi. La lésion est toute différence donc du 1/3 entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. Donc, il faut que vous compreniez qu'en matière immobilière, la lésion n'est pas la bienvenue parce qu'on estime que le législateur, vous n'avez qu'à vous-même faire vos recherches et savoir un peu sur quelle affaire. La personne qui va acheter cher ne peut pas se plaindre de dire j'ai acheté cher, et la personne qui va vendre, elle va se frotter les mains en se disant j'ai fait une bonne affaire. C'est tant pis, c'est comme ça. Les affaires, ce sont les affaires. D'accord? Donc, on garde en tête que la lésion n'est pas autorisée en matière immobilière, sauf si vraiment il y a des choses qui sont assez flagrantes, mais sinon elle est autorisée uniquement par le législateur dans ses articles 55-56. Le prix, il faut qu'il soit déterminé, il ne faut pas qu'il soit lésionnaire, il ne faut pas qu'il soit vil, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit à dirham symbolique, sauf, encore une fois, lorsqu'il s'agit des ventes à dirham symbolique, notamment en matière des entreprises en difficulté où on essaye de sauvegarder les emplois de la société ou d'un fonds de commerce pour pouvoir justement gérer la crise. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions? Madame. Bien. Alors voilà. Madame, j'ai une question. Si entre le jour de la promesse et le jour prévu pour la réalisation de la main levée, madame, par exemple, le Ce n'est prix pas une s'est main levée. augmenté. Ce n'est pas une main levée. Ce n'est pas la main levée. Attention, vous utilisez des Pardon, termes. la main de l'option. Comment? La levée de l'option, la levée de l'option. Voilà, on ne dit pas la main de l'option, Ah oui, encore moins oui, la main. Voilà. Oui, On la main lève levée, l'option. c'est dans le chèque. Ouais. Vous êtes commerçant alors? Non, madame, je suis un étudiant. Ah ben d'accord, ok. Donc, Alors, madame, quelle est votre question? oui, c'est entre le jour de la promesse et le jour prévu pour la réalisation de la levée de l'option. Par exemple, si le prix s'est augmenté dans le marché, madame, est-ce qu'on peut revoir le prix qui a été… Non? Ben, c'est pas ça.
c'est que le prix que vous allez mettre dans le compromis de vente, est-ce que vous êtes dans le compromis ou vous êtes dans, ah oui, vous êtes dans la promesse unilatérale là. Oui, exactement. Vous n'êtes pas dans la promesse unilatérale. Ah ben non, le prix que vous allez mettre sur la promesse unilatérale sera le prix définitif. Mais si jamais vous ne mettez pas le prix, et là, les promoteurs sont très malins parce qu'ils ne vous mettent pas le prix, ils vous mettent 10% du prix. Est-ce que vous Oui. comprenez? Oui, oui. Maintenant, si, vous savez, j'ai toujours dit que dans un contrat, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Si vous êtes un bon juriste, vous allez lui mettre dans le contrat une clause qui dit que le prix fixé dans la promesse de vente ne sera pas modifié plus tard. Ça veut dire que c'est ce prix-là qui va courir le jour où je vais lever l'option. Maintenant, si vous laissez cette clause vide et entre-temps, les prix tentent d'augmenter, eh bien, il va appliquer le prix du marché au moment où vous allez rédiger votre contrat définitif. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, j'ai Le contrat a une force obligatoire, il n'a pas un effet rétroactif. D'accord. Maintenant, si vous vous mettez tous les deux d'accord et dire que, quel que soit, vous faites une clause et vous me dites, et vous dites que le prix sera fixé le jour à ce prix et vous mettez d'accord sur le même prix, même s'il y aura une flambée des prix, c'est le prix qui est fixé dans le contrat qui sera d'actualité et non pas le prix du marché. D'accord? Maintenant, vous laissez la case vide, il va vous appliquer le prix du marché, évidemment. D'accord, madame. Ok? Oui, oui, madame, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, maintenant on va avancer un peu plus dans le contrat de vente parce que nous avons encore pas mal de choses à voir. Et là, nous allons, maintenant qu'on a arrêté les caractéristiques de ce contrat de vente, nous allons rentrer dans ses effets. Qu'est-ce qu'il produit, ce contrat de vente? Alors, on se met dans la tête que ce contrat, il a bien été signé, qu'il y avait une levée d'options et que cette levée d'options, ça s'est bien déroulé et que la personne, elle va maintenant s'orienter vers un contrat définitif. Donc, généralement, quand on lève l'option, tout de suite après, on passe au contrat définitif parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre. Eh bien, une fois que le contrat signé, et là j'insiste, et je vous dis que le contrat, il faut qu'il soit signé devant notaire, parce que c'est quand même très important sur le plan légal et juridique, ça a plus de protection, bien qu'aujourd'hui les notaires ne rassurent pas, parce que vu le nombre des problèmes qui arrivent à ces personnes, mais bon, heureusement que tous les notaires ne sont pas les mêmes, il y a quand même l'intégrité et l'honnêteté de la profession. Eh bien, les effets de la vente, schématiquement, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une vente d'un fonds de commerce ou d'un bien immobilier, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il va y avoir, et là nous rentrons dans l'objet, un transfert d'un droit de propriété. D'accord? Donc c'est un transfert d'un droit de propriété, ça veut dire que en vertu de l'article 478 du DOC, qui stipule que la vente, c'est un contrat d'abord par lequel l'une des parties transmet la propriété. Donc, le transfert de ce droit de propriété va poser problème. À quel moment ce transfert va s'effectuer? Comment il va s'effectuer? Quelles sont les obligations et les droits des deux parties pour pouvoir justement réaliser la vente. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de la vente. Donc, une fois qu'on aura arrêté la chose, le prix, qui c'est qui paye, comment on paye, tout ça c'est bien fait. Maintenant, il va y avoir un problème de transfert. N'oubliez pas que le contrat de vente est avant tout également un transfert de propriété. Eh bien, ce transfert de propriété, il va créer, si vous voulez, des obligations juridiques qui pèsent aussi bien sur le vendeur que sur l'acheteur. Alors, il faut dire que le transfert de ce droit de propriété,
En principe, encore une fois, en vertu de l'article 491 du DOC. Alors, que dit cet article? Que l'acquéreur, ça veut dire l'acheteur, acquiert, je vous lis l'article, que l'acquéreur, ça veut dire l'acheteur, acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. Et donc, ce transfert est également opposable au tiers. Ça, c'est très important. Il est parfait, ce contrat. Ça veut dire qu'il n'est plus un transfert tout court, mais c'est un transfert parfait. Ça veut dire qu'on est d'accord sur toutes les conditions et les clauses du contrat. Il est parfait par le prix, il est parfait sur la chose, il est parfait par un certain nombre d'activités, de correspondance qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord, nous allons procéder à ce transfert. Mais il y a un problème parce que les obligations, la loi vous dit que si les obligations du vendeur sont claires, les obligations de l'acheteur, par contre, se révèlent conditionnées par un certain nombre de choses. Attention, le vendeur, lui, quand il va vendre ce bien, il n'a aucune obligation juridique si ce n'est de le transférer. Mais celui qui va poser problème, c'est l'acheteur, puisque l'acheteur, ses obligations peuvent être conditionnées, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la vente à conditions suspensives, ça veut dire, ou la vente avec des conditions qui font que peut-être que cette réalisation ne va pas se faire puisque la banque n'a pas peut-être prêté l'argent ou alors il n'a pas suffisamment de crédit pour réaliser sa transaction. Il peut également insérer dans ce contrat de vente des délais. Ça veut dire un délai de paiement. Et vous savez que le délai de paiement, aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile, c'est valable. Il est beaucoup plus courant en matière de cession de fonds de commerce de faire des délais de paiement. Ça veut dire que je ne vais pas tout de suite vous régler, je préfère attendre un peu pour voir, surtout en matière de droit de société, on fait beaucoup plus ça. Ce sont des clauses qui sont assez particulières, ce sont des clauses qu'on appelle des clauses in-out, ce sont des clauses d'origine anglophone qui sont arrivées en France dans les années 82-83 et qui sont beaucoup plus en matière de droit de société et qui fait que quand j'achète une société, j'achète pas un bien, mais j'achète pas un petit fonds de commerce, j'achète pas un café, mais j'achète une société. Eh bien, si j'achète une société, le même principe, donc c'est un contrat de vente que je vais faire, ou un contrat d'achat, mais il faut que je sache un peu si cette société est en bonne santé. Et pour que je puisse la jauger sur le plan financier, il faut absolument que je reste un peu plus dans la société pour voir est-ce que c'est les bilans qui m'ont présenté, est-ce qu'ils ne sont pas peut-être maquillés avec la complicité, mais c'est un autre cas de figure, avec le commissaire aux comptes, peut-être que les apports qui sont dans cette société ne reflètent pas réellement la valeur vénale de ces biens, peut-être il y a un certain nombre de choses qui risquent d'arriver, autant des infractions au droit pénal des sociétés, et je me dis que je ne vais pas tout de suite payer. Donc le prix peut être étalé sur le temps. Étalé en attendant, ça on peut le faire également dans les contrats de cession, quand il s'agit de grosses entreprises, lorsqu'il s'agit de fusionner ou d'acquérir des sociétés nouvelles. C'est clauses in out qu'on les appelle. In, ça veut dire intérieur et out de l'extérieur. Ça veut dire que celui qui va acheter peut rester dans l'enceinte de l'entreprise, mais il n'en a pas le droit de gérer, il n'a pas le droit de rentrer dans les organes de gestion. Il est là juste pour regarder comment les choses se passent. Parce qu'on peut lui vendre le fait que la société est en train de traverser une crise ou une année de croisière, parce que peut-être que le fournisseur a changé, ou parce que peut-être les bons de commande qu'ils ont eu, ils ont été peut-être retardés. Un certain nombre de choses peuvent être expliquées, mais ils préfèrent regarder avant. Tout ça, c'est pour vous dire que des fois, la vente, ce qu'elle crée comme effet, soit qu'on peut retarder la vente parce qu'il y a des délais de paiement, soit parce que la vente, elle produit des effets, mais pas tout de suite, parce que justement, il y a des conditions qui sont suspensives et qui retardent l'exécution du contrat. Elle le retarde, elle le suspend en attendant la réalisation de ces conditions. Non pas que le contrat est annulé, mais c'est juste qu'il est suspendu. D'accord? Donc, autant de problèmes qui risquent d'arriver
d'accord, dans un contrat de vente au niveau des effets. Mais nous allons retenir le schéma, si vous voulez, classique, où il va y avoir un transfert d'un droit de propriété qui va se faire de plein droit par la seule conclusion du contrat en vertu de l'article 491 du DOC. Donc, si je dois transférer un contrat, par exemple, de cession d'un fonds de commerce, il est tout à fait normal qu'en matière de droit commercial, nous aurons l'occasion de voir ça plus tard en master, quand on fait la cession d'un fonds de commerce, il y a qu'un certain nombre de conditions qui sont accumulées avant de faire un transfert, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il peut y avoir des créanciers, il peut y avoir des héritiers, il peut y avoir un certain nombre de créances qui sont grevées non pas dans le fonds de commerce, mais chez le commerçant. Et vous savez tous, est-ce que vous avez fait le fonds de commerce en matière de droit commercial? Pour que je ne m'aventure pas avec vous sur des choses que vous n'avez pas faites. J'attends. Oui, madame. Est-ce que vous avez fait le fonds de commerce? Vous avez étudié le fonds de commerce en droit commercial? Oui. Alors, quelle est la caractéristique d'un fonds de commerce? Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce? Alors, vous me dites oui, et après vous ne répondez pas. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce? Allô, vous êtes là? Ah, si vous avez fait le fonds de commerce, vous êtes censé me répondre là. Madame, en fait, pendant le cours du droit de commerce, on avait vu le fonds de commerce, mais on s'était pas vraiment approfondi. Genre, c'était un peu Alors, qu'est-ce que bref. vous avez? Ouais, mais donnez-moi juste le bref que vous avez. Non, le fonds de commerce est un ensemble de biens meubles, immeubles, corporels et incorporels. Le fonds de commerce, il n'est pas considéré comme un sujet de droit. Le fonds de commerce fait partie du bilan dans une entreprise. Le fonds de commerce fait partie du patrimoine du commerçant. Le fonds de commerce, il est connu par son universalité. Ça veut dire que je ne peux pas dire que le patrimoine du commerçant, c'est le fonds de commerce et il a un patrimoine personnel. Non, le fonds de commerce fait partie du patrimoine du commerçant. Je déplore que vous n'ayez pas fait cette matière parce que en matière de droit des contrats, vous êtes censé avoir fait ce genre de cours. Mais c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on arrive au transfert d'un droit de propriété en matière civile, tout à fait normal que le civil, on fait également l'analyse comparative avec le commercial. Je vous l'avais dit tout à fait au début, le cours des contrats spéciaux regroupe aussi bien le commercial que le civil. Mais c'est pas grave. Madame, est-ce que vous pouvez nous recommander, madame, un livre traitant le droit commercial marocain? Ben, vous cherchez le droit commercial, je crois qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a un monsieur, le professeur Zerwali, je pense, qui fait le droit commercial. Il le fait très très bien. Professeur Mais Zeroual. je ne sais pas s'il est toujours vivant déjà pour commencer. Et cherchez le professeur Zerwali parce que lui, il travaille le fonds de commerce. C'est un bon. Et puis il y a aussi de la littérature française aussi. Il n'y a pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la même Oui. chose un peu partout. D'accord? Donc le fonds de commerce, il va falloir si vous êtes des privatistes, il va falloir vraiment le maîtriser, hein, le maîtriser. Mais c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fonds de commerce, quand vous cédez le fonds de commerce, quand un commerçant veut acheter un fonds de commerce, d'abord, la cession d'un fonds de commerce, celui qui achète doit être un commerçant. Celui qui vend peut ne pas être un commerçant. Si vous héritez d'un fonds de commerce en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas des commerçants, votre papa vous a laissé un café. C'est un fonds de commerce, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la casquette du commerçant pour pouvoir vendre un fonds de commerce. Alors que celui qui va acheter ce fonds de commerce, il sera obligé de faire des actes de commerce. Donc, il est obligé d'être inscrit au registre du commerce et en voir toutes les conditions de la commercialité. Dans la cession d'un fonds de commerce en tant que contrat de vente, le fonds de commerce n'est pas considéré comme un sujet de droit. Et par conséquent, s'il y a des dettes dans le fonds de commerce,
ce n'est pas le fonds de commerce sur lequel on va grever ses dettes, mais c'est sur le commerçant qu'on va grever ses dettes, parce qu'il n'est pas considéré comme un sujet de droit. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le problème de la commercialité, de la solidarité pèsera beaucoup plus sur le commerçant que sur le fonds de commerce, ce qui est évident. Alors, le transfert de ce droit de propriété d'un commerçant ou d'un non-commerçant vers un commerçant va poser problème. Pourquoi? Parce que si l'effet immédiat est le transfert de la propriété, en droit généralement, imaginez qu'un commerçant va vendre ce fonds de commerce à un commerçant et qu'il y a des dettes, des créances. D'accord? Bien sûr, cette transaction, cet effet, ce transfert automatique de ce droit de propriété, qui dit transfert d'un droit, dit transfert du risque. Et qui dit transfert de risque, dit transfert de responsabilité. Et par conséquent, la responsabilité va peser sur celui qui transfère et sur celui qui reçoit dans la cession. Pourquoi? Parce qu'ici, ils sont tous les deux commerçants, eh ben, ils vont être solidaires tous les deux pendant 5 ans, les dettes. Si celui qui a vendu a pu se soustraire des créances, celui qui achète n'est pas pour autant libéré des dettes de celui à qui il a acheté. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est assez compliqué. Mais on ne va pas rentrer dans le détail du droit commercial, puisque je ne suis pas là pour vous faire du droit commercial. Nous aurons l'occasion de voir ça plus tard dans vos études. Mais il faut garder en tête que quand vous transférez un fonds de commerce, il y a d'abord des procédures à régler, il y a de la publicité, il y a beaucoup de choses à faire, mais le prix que vous allez mettre dans ce fonds de commerce, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel prix dans ce fonds de commerce, parce que comme vous l'avez dit, il y a des créances. Et donc ces créances, ce prix, on peut s'y opposer. Donc il va y avoir ce qu'on appelle de l'opposition. Ça veut dire que si vous vendez un fonds de commerce à un prix dérisoire ou lésionnaire, d'accord, pour pouvoir le transférer rapidement entre les mains de quelqu'un d'autre, d'accord, eh bien si vous mettez n'importe quel prix, vous n'avez pas le droit de mettre n'importe quel prix, tout simplement. Et regardez qu'est-ce que c'est comme une atteinte flagrante de la liberté contractuelle. Autant on vous a enseigné que au principe de l'autonomie de la volonté, je peux faire ce que je veux dans mon contrat, pourvu que je respecte l'article 2 du DOC qui dit que capacité, consentement, objet et cause, c'est ce qu'on vous a toujours enseigné, autant quand il s'agit des contrats spéciaux, eh bien, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez parce qu'il va y avoir des aménagements, il va y avoir des dérogations et n'oubliez pas que le législateur, je vous l'avais déjà dit en introduction, n'oubliez pas que le législateur cette fois-ci, non seulement il va protéger le contrat, mais il va protéger la volonté et la qualité des contractants dans les contrats spéciaux. Donc, c'est une atteinte au principe de la liberté contractuelle de la part du législateur. Ce n'est pas une atteinte, c'est une dérogation. Dérogation. Voilà, c'est une dérogation parce que le législateur vous dit, vous avez le droit de vendre, mais vous n'avez pas le droit de vendre quand vous voulez. Vous avez le droit d'acheter quelque chose, mais il vous faut une autorisation. Quand vous allez dans une pharmacie, je peux dire qu'effectivement, j'ai envie d'acheter tout ce que je veux, mais non, la pharmacienne est obligée ou le pharmacien est obligé de vous vendre un médicament si vous avez une autorisation, par exemple, médicale pour acheter tel ou tel médicament. Si vous n'avez pas cette autorisation, elle est en droit de ne pas vous vendre. Alors que si je me rabats sur la théorie classique de l'autonomie de la volonté, non, l'homme est libre, il fait ce qu'il veut, pourvu qu'il respecte l'ordre et la morale, et que qui dit contractuel dit juste, et ceci, tout ça c'est bien beau, c'est de la philosophie juridique. Ça reste, mais en plus, le législateur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de protéger non seulement la volonté des deux parties, c'est une protection, mais en plus, il va protéger la qualité de la partie qui va faire ce contrat. Rappelez-vous, on a parlé de l'information, de la rétraction, de la réflexion. Tout ça, ça va dans le sens de la protection de la volonté des parties. Et donc, cette protection de la volonté des parties, on la retrouve beaucoup plus lorsqu'il s'agit de ce transfert de ce droit de propriété qui va comporter des risques. Et les risques sont là, justement. Et quand on dit risque, encore une fois, on dit
responsabilité. Et quand on dit responsabilité, ça veut dire que nous allons vers des dommages-intérêts, nous allons vers un certain nombre de choses, des saisies, des sanctions civiles et même des sanctions pénales, puisque je suis avec vous dans un contrat spécial, d'accord, de la vente. Alors, quel type de risque je peux avoir lorsqu'il s'agit d'un transfert d'un droit de propriété? Je peux vous vendre un appartement qui est hypothéqué. Je peux vous vendre un appartement qui est hanté, tant qu'à faire, un peu. Je peux vous vendre un magasin ou un fonds de commerce avec des défauts cachés. Je peux vous vendre quelque chose, je peux vous vendre un fonds de commerce avec une franchise qui n'est plus là. J'avais cette franchise depuis très très longtemps, ok? De voitures, d'une marque de machines, de voitures, d'ordinateurs. C'est avec ça que j'ai pu faire ma clientèle. Et vous savez que dans le fonds de commerce, le numéro 1 du fonds de commerce, c'est la clientèle. Vous n'avez pas de fonds de commerce, vous n'avez pas de clientèle, vous n'avez pas de fonds de commerce, tout simplement. Imaginez, même si vous avez la marchandise, vous avez l'enseigne, vous avez la position, vous avez les biens meubles, immeubles, tout ce que vous... Mais si vous n'avez pas de clientèle, vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas de fonds de commerce. Imaginez que cette clientèle n'existe plus puisque vous avez perdu votre franchise. Et là, vous êtes en train de faire avec moi un transfert d'un droit de propriété commerciale ou même civil, d'accord? Lorsqu'il s'agit d'une opération civile avec des défauts, avec des vices qui sont cachés et que je ne peux pas voir. C'est impossible. Comment voulez-vous que je me protège? Donc, vous voyez bien que ce transfert de ce droit de propriété va poser un gros problème. Ça d'une part. D'autre part, celui qui va moi qui vais acheter ce fonds de commerce, il faut que je sois à même de payer le prix. Il faut que je sois à même de récupérer. Si je laisse la marchandise, si je laisse ce fonds de commerce, si je ne vais pas le retirer, l'obligation du retirement. D'accord? Si j'ai des marchandises, il ne faut pas regarder les contrats spéciaux uniquement lorsqu'il s'agit de l'immobilier et du commerce. Regardez, il peut même avoir des contrats commerciaux relatifs à la marchandise aussi. Si je ne vais pas retirer cette marchandise, si cette marchandise, elle est complètement abîmée, quels sont mes recours? Donc, vous voyez bien, donc il y a des droits et des obligations qui sont assez pesants, aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. Donc, vous voyez bien que lorsqu'il s'agit des marchandises, le problème, il a été réglé. Mais lorsqu'il s'agit des biens immobiliers, ou lorsqu'il s'agit d'une cession de fonds de commerce, le problème juridique il est toujours là et il faut se protéger dans les contrats. Alors, lorsqu'il s'agit de la marchandise, on a trouvé, si vous voulez, des clés. Des clés qu'on peut mettre dans certains nombres de contrats de marchandises, surtout lorsqu'il s'agit de la marchandise, hein, les pulls, la marchandise qui circule, d'accord? Eh bien, si je fais avec vous une transaction dans un contrat où il va y avoir l'objet, par exemple, on va faire un droit un transfert d'un droit de propriété, ok? Le prix, je vais vous le donner, mais qui me dit que vous allez me donner toute la marchandise? Qui me dit que vous allez me payer une partie, vous allez me laisser courir derrière vous pour que je puisse récupérer cette marchandise? Si je vous donne tout maintenant, je risque d'avoir des problèmes. Donc, pour parer à ce genre de problème, on insère dans cet espace qu'on appelle l'espace de liberté contractuelle que le législateur a laissé entre les mains des parties. On insère des clauses, et l'une des clauses qui fait carrière en droit en ce qui concerne la circulation de la marchandise, c'est la clause de la réserve de la propriété. La clause de la réserve de la propriété, c'est très simple. Ça veut dire que on l'insère systématiquement dans les contrats en se disant que le paiement est différé et on subordonne le transfert jusqu'au complet paiement du prix. Quand on fait ce genre de clause, le problème est réglé. Ça veut dire que la marchandise reste la propriété de celui qui la vend tant que vous n'avez pas réglé complètement les prix. Ça veut dire que même si je vous donne 50%, la marchandise restera toujours en ma propriété. D'accord? Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Non, madame. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Alors, je m'arrête là. Donc, nous aurons l'occasion de voir la semaine prochaine. Madame, j'ai une Les... question hors sujet, si ça vous dérange pas. Allez-y. Madame, concernant la forclusion, madame, en fait, je sais bien ce que ça signifie, mais je veux savoir le terme en arabe. Ah, alors là, vous me posez. Ah, vous savez, j'ai fait mon droit en français et je ne l'ai même pas fait ici. Donc, euh, Ah, je suis d'accord. désolée pour vous. Je ne suis pas du tout arabophone. D'accord, madame. Je serais incapable de vous poser la question. Vous pensez que j'étais bilingue? Ça m'aurait vraiment fait plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je suis pas bilingue. Je suis désolée pour vous. Mais généralement, vous poserez cette question à vos professeurs. Peut-être professeur Aboul Hussein, il saura vous dire. D'accord. Il saura. En fait, même, quelle est la différence entre la prescription et la forclusion? Alors, la forclusion, en principe, elle se fait d'une manière automatique. Oui. La prescription, il y a des délais. En fait, si la signification, les deux termes aboutissent, si vous voulez, c'est un fuseau, aboutissent à la même conclusion. C'est Ah oui. l'anéantissement. On est bien d'accord. Oui. Sauf que la forclusion, en principe, les parties peuvent prévoir dans leur contrat la forclusion. Elle peut être conventionnelle. Ah oui, d'accord. Alors que la prescription, elle est judiciaire. D'accord. La prescription, c'est le législateur qui l'instaure. La forclusion, vous pouvez dire qu'entre nous, voilà, on va faire ceci, au-delà de ce terme, il va y avoir une forclusion. Donc la Est-ce que vous forclusion comprenez? peut être oui, donc la forclusion peut être conventionnelle, mais ce n'est pas le cas pour la prescription. La prescription n'est pas conventionnelle. D'accord, il est légal. Elle est légale, c'est judiciaire, c'est le tribunal pas le tribunal, c'est le législateur qui l'a fixé. D'accord, madame, merci pour cet Mais vous éclaircissement, pouvez, madame. à l'intérieur de la prescription, mettre une forclusion. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, madame, merci beaucoup. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, merci. OK? Oui, oui, Donc, madame, c'est clair, merci. OK. Alors, je vous remercie. Et puis, j'ai demandé pour vous si vous pouviez assister en direct, en présentiel, en hybride. Et pour ceux qui veulent et celles qui veulent assister, tout en enregistrant pour ceux et celles qui n'arrivent pas à venir pour X raisons. Mais compte tenu du nombre qu'on ne connaît pas, malheureusement, on ne peut pas maîtriser le nombre des étudiants. Donc, ça ne va pas se faire. Donc, je suis désolée pour vous. On va se contenter de travailler comme ça. Et puis, on verra le deuxième semestre si les choses vont se dénouer ou pas. OK? D'accord. Madame, et pour le TD, on ne peut pas le faire présentiel? Moi, je ne fais pas de TD, madame. Moi, je fais des cours magistraux. Les TD, c'est fait Ah, pour les professeurs qui sont habilités ou des professeurs qui sont assistants. d'accord, madame. OK? Je ne fais pas de TD. D'accord? Les TD, on les fait généralement pour ceux qui viennent de mettre la main à la pâte. Voilà, si je peux le dire. Donc, vous demanderez à vos professeurs. Je ne sais pas qui c'est qui fait. Je ne connais pas vos professeurs. Je ne sais pas qui c'est qui vous fait des cours pour vous dire qui c'est qui fait des TD ou pas. Mais en principe, arrivé à votre niveau du S5 privé, il n'y a plus de TD. Hein. C'est pas à vous qu'on va montrer, qu'on va faire, on va travailler les TD pour vous montrer comment on fait une problématique, comment on fait une dissertation juridique. Vous êtes censé déjà tout savoir et tout maîtriser puisque vous êtes pratiquement au bout du tunnel. OK? Oui, madame. Oui, d'accord, merci. Je vous remercie. Je vous retrouverai le mercredi prochain tout en vous souhaitant une bonne fin d'année, plein de belles choses dans votre vie. Et puis, bon courage. Merci beaucoup, madame. À vous également. Au Merci À vous revoir. beaucoup, madame. également, madame. Merci à vous tous.